Le soleil se couchait sur Cannes, projetant des lueurs dorées sur les façades des villas luxueuses qui bordaient la côte d'Azur. La demeure des Belfort, l'une des familles les plus influentes de la région, scintillait de 1000 feux ce soir-là. Juliette Moreau, employée de maison depuis seulement 3 mois, s'affairait discrètement entre les invités, son plateau d'argent à la main. À 22 ans, avec ses longs cheveux châtains et ses yeux d'un vert profond, elle passait presque inaperçue dans son uniforme noir et blanc impeccable. La réception battait son plein. Madame Elisabeth Belfort, maîtresse des lieux, avait organisé cette soirée de charité au profit des enfants défavorisés, une ironie que Juliette ne manquait pas de remarquer. Elle-même avait grandi dans l'orphelinat Saint-Michel, à Nice, persuadée que ses parents étaient morts dans un accident. Son embauche chez les Belfort représentait pour elle une chance inespérée, obtenue grâce à la recommandation de Madame Laurent, son ancienne institutrice. Juliette, servez le champagne dans le salon principal, ordonna Madame Belfort en la croisant dans le couloir, et souriez un peu pour l'amour du ciel. Vous faites fuir mes invités avec cette mine lugubre. Bien, Madame, répondit Juliette en baissant les yeux. De l'autre côté de la pièce, un homme d'une 50aine d'années observait silencieusement la scène. Antoine Dufresne, entrepreneur français ayant fait fortune dans l'immobilier de luxe à l'international, était revenu en France après 20 ans d'absence. Invité comme potentiel investisseur dans le nouveau projet des Belfort, il n'avait accepté l'invitation que par intérêt professionnel. Du moins, c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce que son regard se pose sur Juliette. La jeune femme lui rappelait douloureusement Marianne, son ex-épouse. Cette ressemblance troublante le figea sur place. Était-ce possible que... Non, c'était impossible. On lui avait annoncé la mort de sa petite Émilie 20 ans plus tôt, peu après son départ pour l'étranger. Cette tragédie l'avait poussé à ne jamais revenir, à se perdre dans le travail pour oublier. « Monsieur Dufresne, quel plaisir de vous voir parmi nous !» s'exclama Richard Belfort en lui serrant vigoureusement la main. « J'espère que notre petit événement vous plaît. »« Tout à fait charmant », répondit Antoine machinalement. Son regard suivant toujours la silhouette de Juliette qui se faufilait parmi les invités. La soirée progressait dans une atmosphère feutrée de luxe et de privilèges jusqu'à ce qu'un cri déchire l'air, figeant les conversations et les rires. « Mon collier d'émeraude a disparu !» hurla Elisabeth Belfort au centre du salon, sa main tremblante touchant son cou dénudé. Un murmure d'inquiétude parcourut l'assemblée. Le fameux collier d'émeraude des Belfort, pièce historique estimée à plusieurs millions d'euros, était la fierté de la famille. « Que personne ne quitte la salle !» ordonna Richard Belfort en faisant signe aux agents de sécurité de s'y bloquer les issues. Antoine observa la scène avec un intérêt détaché, habitué au drame mondain. Mais son attention fut captée par l'expression de panique qui traversa le visage de Juliette lorsque le regard accusateur d'Elisabeth Belfort se posa sur elle. « Vous !» s'écria Madame Belfort en pointant un doigt tremblant vers la jeune domestique. « C'est vous qui m'avez aidé à mettre ce collier tout à l'heure. Personne d'autre ne l'a touché. » Juliette pâlit instantanément. « Madame, je vous assure que je n'ai rien fait, » balbutia-t-elle, le plateau tremblant entre ses mains. Richard Belfort s'approcha d'un pas menaçant. « Fouillez ses poches » ordonna-t-il à un agent de sécurité. Sous les regards horrifiés des invités, Juliette fut soumise à une fouille humiliante. Rien ne fut trouvé dans ses poches, mais la suspicion ne quitta pas le visage des Belfort. « Peut-être l'a-t-elle déjà cachée quelque part » suggéra Elisabeth. « Dans sa chambre, sans doute. »« Non, je n'ai rien pris » protesta Juliette, des larmes commençant à couler sur ses joues. Antoine ne pouvait détacher son regard de cette scène absurde. Quelque chose dans l'attitude de la jeune femme, dans sa manière de se tenir droite malgré l'humiliation, lui rappelait si fort sa propre obstination. Et ses yeux, les mêmes que ceux de sa fille. Dans un coin du salon, Chloé Belfort, la fille adolescente des propriétaires, assistait à la scène avec un malaise évident. Elle tripotait nerveusement son téléphone, évitant de croiser le regard de Juliette. « Richard, appelez la police », déclara Elisabeth d'un ton sans appel. « Je ne tolérerai pas qu'on me vole ainsi sous mon propre toit. »« Attendez », intervint. Soudain Antoine surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Ne pensez-vous pas que nous devrions d'abord chercher ce collier à fond avant d'accuser qui que ce soit ?» Elisabeth le dévisagea avec indignation. «
Monsieur Dufresne, je comprends votre sensibilité, mais vous ne connaissez pas ces gens comme moi. Cette fille travaille ici depuis peu, sans référence solide. J'ai été bien trop généreuse en lui donnant sa chance. » Juliette, humiliée et tremblante, fixait le sol. « Je n'ai jamais volé quoi que ce soit de ma vie, » murmura-t-elle avec une dignité qui toucha Antoine au plus profond de son être. « Sortez-la d'ici, » ordonna Richard aux agents de sécurité, « et qu'elle prenne ses affaires. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. » Alors que deux hommes l'escortaient vers la sortie, Juliette lança un dernier regard vers l'assemblée, un regard empli de désespoir et d'injustice qui transperça Antoine comme une lame. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans ce visage, quelque chose qui réveillait en lui des souvenirs enfouis. Lorsque la porte se referma sur la jeune femme, il prit une décision. Discrètement, il s'éclipsa de la réception et sortit son téléphone. « Pierre, c'est Antoine. J'ai besoin de tes services. Immédiatement, une enquête privée de la plus haute importance. » À l'extérieur de la villa, Juliette serrait contre elle un petit sac contenant ses maigres possessions, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Son court passage chez les Belfort venait de se terminer de la pire des façons, détruisant, au passage, sa réputation et ses chances de retrouver un emploi convenable sur la Côte d'Azur. Elle ignorait encore que cette soirée catastrophique marquerait le début d'une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du collier. Juliette avait finalement trouvé refuge dans une petite chambre du quartier du Suquet, la vieille ville de Cannes. Sa logeuse, Madame Fournier, une veuve de 70 ans au caractère bien trempé, avait accepté de lui louer une chambre modeste sous les toits, malgré les rumeurs qui circulaient déjà sur la jeune femme. « Les gens parlent trop dans cette ville », avait simplement déclaré la vieille dame en lui donnant les clés. « J'ai appris il y a longtemps à faire confiance à mon instinct plutôt qu'au bavardage. » Ce que Juliette ignorait, c'est que Madame Fournier n'était pas une inconnue. Pour elle, 20 ans plus tôt, Hélène Fournier avait été la nourrice d'une petite fille nommée Émilie Dufresne, une enfant qu'elle reconnut instantanément en la personne de Juliette dès qu'elle franchit le seuil de sa porte. Ce matin-là, Juliette préparait son CV dans la cuisine commune, espérant trouver un emploi quelconque pour payer son loyer. Ses économies fondaient à vue d'œil. « Tu devrais essayer du côté des bureaux du port », suggéra Madame Fournier en lui servant une tasse de café. « J'ai entendu dire que le nouveau promoteur immobilier, Dufresne Développement, recrute des secrétaires. » Juliette leva les yeux, surprise. « Vous croyez qu'il m'embaucherait avec ma réputation? Cette histoire de collier? Bah, les gens ont la mémoire courte, » répondit la vieille dame en agitant la main. « Et puis, ce monsieur Dufresne vient de revenir en France. Il ne connaît pas encore toutes les mesquineries locales. » Ce que Madame Fournier ne révélait pas, c'était le tiroir fermé à clé dans sa commode, contenant des photos jaunies d'une petite fille aux yeux verts, identiques à ceux de Juliette, des lettres et un petit bracelet d'enfant gravé au nom d'Émilie. Des preuves qu'elle gardait précieusement, attendant le moment opportun pour les révéler. Pendant ce temps, dans les bureaux luxueux d'un gratte-ciel moderne surplombant le port de Cannes, Antoine Dufresne étudiait le rapport que son détective privé venait de lui remettre. « Alors, c'est confirmé ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son émotion. Pierre Mercier, ancien inspecteur de police reconverti en détective privé, hocha la tête. « L'ADN ne ment pas, Antoine. Cette jeune femme, Juliette Moreau, est bien ta fille, Émilie. J'ai comparé avec ton échantillon et celui que nous avons obtenu discrètement. La correspondance est irréfutable. » Antoine se leva et s'approcha de la baie vitrée, contemplant la mer Méditerranée qui scintillait sous le soleil printanier. 20 ans de sa vie basée sur un mensonge. 20 ans à croire que sa fille était morte dans cet accident de voiture. Avec sa mère. « Marianne m'a fait croire qu'Émilie était décédée, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son interlocuteur. « Elle savait que je ne reviendrais jamais si je pensais que ma fille n'était plus là. » Selon mes recherches, Marianne a effectivement survécu à l'accident, contrairement à ce qu'elle t'a fait croire, confirma Pierre en consultant ses notes. Elle a placé votre fille à l'orphelinat Saint-Michel après avoir été informée de son état de santé terminal. Elle est décédée 6 mois plus tard d'une complication liée à ses blessures, mais l'enfant est resté à l'orphelinat, son identité perdue dans la bureaucratie.
Antoine serra les poings, combattant une colère sourde contre son ex-femme et le destin qui les avait séparés, lui et sa fille, pendant si longtemps. Mais la rancœur ne servirait à rien maintenant. Il devait se concentrer sur l'avenir, sur comment retrouver Émilie, Juliette, sans la brusquer. « Qu'en est-il de cette histoire de collier ?» demanda-t-il en se retournant. Pierre sourit légèrement. « C'est là que ça devient intéressant. Le collier n'a jamais quitté la maison. Selon mes sources, c'est Chloé Belfort, la fille adolescente, qui l'a caché dans sa chambre. Une vengeance contre sa mère qui lui avait interdit un voyage à Paris avec son petit ami. » Antoine émit un rire sans joie. Et ils ont préféré accuser une innocente. Les Belfort ont beaucoup à cacher, poursuivit Pierre en sortant un dossier plus épais. Leurs méthodes d'acquisition immobilière sont à la limite de la légalité. Ils rachètent des terrains à bas prix après avoir orchestré la dévaluation du quartier par divers moyens peu scrupuleux. Antoine s'assit à son bureau pensif. Intéressant. Et ma fille travaillait pour eux. Elle aurait pu tomber sur des documents compromettants en faisant le ménage, suggéra Pierre. L'accusation de vol pourrait être un prétexte pour s'en débarrasser. Le téléphone d'Antoine sonna, interrompant leur conversation. C'était sa secrétaire. « Monsieur Dufresne, il y a une jeune femme qui demande si nous avons un poste de secrétaire vacant. Elle attend dans le hall. » Antoine échangea un regard avec Pierre, qui consulta rapidement son téléphone et acquiesça silencieusement. C'était elle. « Faites-la monter à mon bureau, » répondit-il, surpris par le tremblement de sa voix. Quelques minutes plus tard, Juliette se tenait devant lui, intimidée par le luxe des lieux, mais déterminée à obtenir ce travail. Elle ne reconnut pas immédiatement l'homme qui avait tenté de prendre sa défense lors de la soirée chez les Belfort. « Mademoiselle Moreau », la salua Antoine, luttant pour maîtriser son émotion. « Prenez place, je vous en prie. »« Merci de me recevoir, monsieur Dufresne », répondit Juliette en s'asseyant, son CV serré entre ses mains tremblantes. « Je sais que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le secrétariat, mais je suis travailleuse. Et j'apprends vite. » Antoine l'observait, cherchant dans chaque trait de son visage les ressemblances avec la petite Émilie qu'il avait connue, avec Marianne, avec lui-même. C'était bouleversant de l'avoir en face de lui, si proche, et pourtant si étrangère. « Votre CV mentionne que vous avez travaillé chez les Belfort, » dit-il doucement. « Pouvez-vous me parler de cette expérience ?» Juliette pâlit légèrement. « Je préférerais ne pas en parler si vous le permettez. Ça s'est mal terminé. » « J'ai entendu parler de l'incident du collier, » admit Antoine en la regardant droit dans les yeux. « Et je ne crois pas une seconde à votre culpabilité. » La surprise se peignit sur le visage de Juliette. « Vous étiez présent ce soir-là ?»« Ah oui, et j'ai toujours eu un bon instinct pour juger les gens. » répondit-il avec un léger sourire. « Écoutez, j'ai besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un de confiance qui pourrait m'aider à gérer mon agenda, mes communications et certains dossiers confidentiels. Le poste vous intéresse-t-il » Juliette n'en croyait pas ses oreilles. C'était bien plus que ce qu'elle espérait en venant ici. « Bien sûr que ça m'intéresse, mais pourquoi moi ? Vous ne me connaissez pas. » Antoine se pencha légèrement en avant. « Disons que j'ai un bon pressentiment vous concernant. Et puis, parfois, la vie nous offre des opportunités inattendues. » À cet instant précis, dans la villa des Belfort, Chloé se tenait devant sa coiffeuse, le fameux collier d'émeraude entre ses mains tremblantes. La culpabilité la rongeait depuis des semaines. Elle avait voulu faire une simple farce à sa mère, pas ruiner la vie d'une innocente. « Chloé, dépêche-toi, nous avons rendez-vous avec l'avocat dans 1 heure », l'appela sa mère depuis le couloir. La jeune fille rangea précipitamment le collier dans sa cachette. Les affaires de la famille périclitaient mystérieusement depuis quelques semaines. Son père était constamment au téléphone, nerveux, parlant de blocage financier et d'investisseurs qui se désistaient inexplicablement. Ce qu'aucun des Belfort ne savait encore, c'est qu'Antoine Dufresne avait commencé à mettre en œuvre son plan méticuleux pour déstabiliser leur empire, et ce faisant, venger sa fille tout en préparant leur réunion. Les mois de mai et juin s'écoulèrent comme dans un rêve pour Juliette. Son travail au sein de Dufresne Développement, lui, apportait non seulement une sécurité financière, mais aussi une confiance en elle qu'elle n'avait jamais connue auparavant.
Antoine Dufresne se montrait être un patron exigeant mais juste, lui confiant progressivement des responsabilités croissantes qu'elle assumait avec un naturel qui le surprenait lui-même. Ce matin de juillet, Juliette organisait les documents pour la réunion du conseil d'administration quand Antoine l'appela dans son bureau. « J'aimerais que vous m'accompagniez à la vente aux enchères caritatives de ce week-end », annonça-t-il en signant quelques papiers. « C'est un événement important qui se tient au Palais des Festivals. De nombreux objets historiques liés au patrimoine provençal y seront proposés, et j'ai besoin de quelqu'un pour prendre des notes. » Juliette hésita. « Ce sera ma première apparition publique depuis l'incident. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Antoine la regarda avec une douceur inhabituelle. « Justement, il est temps que les gens de cette ville vous voient sous un autre jour, accompagnant l'un des hommes d'affaires les plus influents de la région. Ne laissez pas la malveillance des Belfort vous empêcher de vivre, Juliette. » Elle acquiesça finalement, touchée par cette attention. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Antoine avait spécifiquement demandé que certains lots soient ajoutés à la vente, des objets qui appartenaient autrefois à Marianne et qui pourraient éveiller des souvenirs chez sa fille. Le week-end suivant, le palais des festivals brillait de mille feux. L'élite cannoise s'y pressait, attirée par l'événement qui célébrait les traditions provençales. Juliette, élégante dans une robe bleu nuit prêtée par la fille d'Antoine, attirait les regards et les murmures sur son passage. « Ne faites pas attention à eux », murmura Antoine en posant une main protectrice dans son dos. « Ils sont simplement jaloux de vous voir remonter la pente si rapidement. » La vente aux enchères commença. Des tableaux représentant la Provence, des manuscrits anciens, des bijoux traditionnels. Chaque lot était présenté avec emphase par le commissaire-priseur. Antoine enchérissait occasionnellement, remportant quelques pièces sans importance particulière. Puis vint le lot 37, une boîte à souvenirs en bois d'olivier sculpté, contenant divers objets personnels ayant appartenu à une famille de la région dans les années 1990. Ce lot particulier nous a été confié par un ancien employé de maison souhaitant rester anonyme, expliqua le commissaire-priseur. Ces objets auraient appartenu à une famille dont la trace s'est perdue après un tragique accident. Antoine se tendit imperceptiblement. C'était le moment qu'il attendait. À sa grande surprise, pourtant, ce fut Juliette qui leva spontanément la main pour enchérir. « 300 €, annonça-t-elle d'une voix claire. Antoine la regarda avec étonnement. « Vous vous intéressez à ce lot ? Je ne sais pas pourquoi, mais cette boîte m'attire inexplicablement, répondit-elle en haussant les épaules. La vente s'anima. Plusieurs personnes enchérirent, mais Juliette, avec une détermination qui surprit Antoine, continua de surenchérir malgré la modestie de ses moyens. Finalement, voyant sa résolution, Antoine intervint discrètement auprès du commissaire-priseur. Le lot fut attribué à Juliette pour la somme de 1 000 €, une dépense considérable pour elle, mais qu'Antoine avait secrètement prise en charge. Ce même après-midi, au manoir des Belfort, l'ambiance était électrique. Richard Belfort venait d'apprendre que sa demande de prêt pour son nouveau projet immobilier avait été refusée par la 3e banque consécutive. « C'est incompréhensible !» hurla-t-il en jetant son téléphone contre le mur. « J'ai toujours eu d'excellentes relations avec ces institutions. » Elisabeth Blême tentait de le calmer. « Richard, il doit y avoir une explication. Peut-être devrions-nous reporter le projet du quartier Saint-Nicolas ? Impossible. Nous avons déjà investi des millions dans les préparatifs. Les contrats sont signés avec les entrepreneurs. Si nous reculons maintenant, c'est la faillite assurée. » De l'autre côté de la porte, Chloé écoutait la conversation, le cœur battant. Depuis l'incident du collier, elle vivait dans une angoisse constante, non seulement à cause de sa culpabilité envers Juliette, mais aussi parce qu'elle avait découvert par hasard des documents compromettants dans le bureau de son père. Des plans détaillant comment faire pression sur des propriétaires récalcitrants, des pots de vin versés à des fonctionnaires municipaux, des stratégies pour contourner les lois de protection du patrimoine. Son père, qu'elle avait toujours admiré, apparaissait sous un jour nouveau et terrifiant. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur Cannes, Juliette ouvrit enfin la boîte à souvenirs dans le petit appartement qu'elle avait pu louer grâce à son nouveau salaire. Madame Fournier, qu'elle avait invitée, l'observait nerveusement, sachant ce que contenait la boîte. « Mon Dieu !» murmura Juliette en sortant une photographie jaunie où l'on voyait un couple souriant tenant un bébé dans leurs bras. L'homme, sur la photo, était incontestablement une version plus jeune
d'Antoine Dufresne. Ses mains tremblantes fouillèrent plus profondément dans la boîte, sortant un petit bracelet en argent gravé au nom d'Émilie Dufresne. Un doudou usé, des lettres d'amour signées Marianne adressées à Antoine. « C'est impossible », balbutia-t-elle en fixant Madame Fournier avec des yeux écarquillés. « Ces gens, ce sont mes parents? Et Monsieur Dufresne est… » La vieille dame prit ses mains entre les siennes. « Je voulais te le dire depuis le premier jour où tu es venue frapper à ma porte, Juliette. Ou devrais-je dire, Émilie, j'étais ta nourrice quand tu étais bébé. »« Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» s'écria Juliette, les larmes coulant sur ses joues. « Il m'a fait travailler pour lui pendant des mois sans jamais mentionner qu'il était mon père. »« Il a dû avoir ses raisons, » répondit doucement Madame Fournier. « Peut-être avait-il peur de ta réaction ou voulait-il apprendre à te connaître d'abord ?» Juliette secoua la tête, anéantie par cette révélation et ce qu'elle considérait comme une trahison. Il savait combien j'ai souffert de ne pas connaître mes origines, combien de nuits j'ai passé à me demander pourquoi mes parents m'avaient abandonné. Au même moment, dans le bureau d'Antoine, Pierre Mercier présentait les dernières découvertes de son enquête sur les Belfort. J'ai trouvé la preuve que les Belfort ont systématiquement intimidé et parfois même menacé physiquement les habitants du quartier Saint-Nicolas pour les forcer à vendre leurs propriétés, expliqua-t-il en étalant des photographies et des témoignages sur le bureau. Il prévoit de construire un complexe résidentiel de luxe à la place de ce quartier historique. Antoine hocha la tête, assimilant ces informations qui correspondaient parfaitement à son plan. Ces preuves sont-elles suffisantes pour lancer des poursuites judiciaires? Absolument. Avec ça, le procureur pourrait obtenir des mandats de perquisition. Les Belfort risquent gros. Une partie d'Antoine jubilait à l'idée de voir cette famille arrogante tomber, mais une autre part, plus profonde, s'interrogeait sur ses motivations réelles. Était-ce vraiment la justice qu'il recherchait ou simplement la vengeance? Son téléphone vibra, affichant un message de Juliette. « Je sais qui vous êtes, qui je suis. Nous devons parler, maintenant. » Le cœur d'Antoine s'arrêta un instant. Elle avait découvert la vérité, mais pas comme il l'avait prévu. Il répondit immédiatement « j'arrive ». Pendant ce temps, une tempête se préparait au-dessus de Cannes. Les nuages s'amoncelaient, présage des orages violents qui frappent parfois la côte d'Azur en été. Une métaphore parfaite pour les révélations qui allaient en bouleverser toutes ces vies interconnectées. Dans sa chambre, Chloé Belfort prenait la décision la plus difficile de sa jeune vie. Elle sortit le collier d'émeraude de sa cachette et le plaça dans un écrin avec une lettre manuscrite expliquant la vérité. Demain, elle irait trouver Juliette pour lui remettre en personne, quelles que soient les conséquences pour sa famille. L'orage qui menaçait Cannes depuis la veille avait finalement éclaté, transformant les rues élégantes en torrents impétueux. Antoine Dufresne, trempé jusqu'aux os, se tenait devant la porte de l'appartement de Juliette, le cœur battant comme jamais. Derrière cette porte se trouvait sa fille, celle qu'il croyait perdue à jamais, celle pour qui il avait orchestré tant de manœuvres ces derniers mois. Lorsqu'elle ouvrit enfin, son visage était ravagé par les larmes et la colère. « Entrez », dit-elle sèchement en s'écartant pour le laisser passer. L'appartement était modeste mais soigneusement décoré. Sur la table basse du salon, la boîte à souvenirs était ouverte, son contenu étalé comme les pièces d'un puzzle, révélant une vie cachée. « Vous saviez depuis le début » commença Juliette sans préambule, sa voix tremblante d'émotion. « Vous m'avez fait travailler pour vous, vous m'avez observé, étudié comme un spécimen rare, sans jamais me dire la vérité. » Antoine resta debout, l'eau de pluie goûtant de son manteau sur le parquet. « Ce n'est pas aussi simple, Juliette, ou devrais-je dire Émilie. »« Ne m'appelez pas comme ça, s'écria-t-elle. Je ne suis pas Émilie. Émilie est morte il y a 20 ans, quand vous avez décidé de partir sans jamais revenir. » La violence de ces mots le frappa comme une gifle. « Je croyais que tu étais morte, » murmura-t-il. « Ta mère m'a fait croire que tu n'avais pas survécu à l'accident. C'est pour ça que je suis parti, que je n'ai jamais cherché à revenir. La douleur était trop grande. » Juliette le dévisagea, incertaine. « Ma mère vous a menti? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? » Marianne était malade, Juliette. Pas seulement physiquement après l'accident, mais mentalement. Notre séparation l'avait profondément affectée. Elle a dû penser que c'était sa façon de me punir. Un silence pesant s'installa entre eux, rythmé par le tonnerre qui grondait au-dessus de la ville.
Dehors, les éclairs illuminaient sporadiquement le petit appartement, projetant des ombres dramatiques sur les murs. « Et maintenant ?» demanda finalement Juliette. « Qu'attendez-vous de moi? Que je vous saute dans les bras en vous appelant papa? Que j'oublie 20 années passées à me demander pourquoi mes parents m'avaient abandonné ?» Antoine s'avança lentement et s'assit sur le canapé, à distance respectueuse de sa fille. « Je n'attends rien, Juliette. Je voulais simplement te connaître, comprendre la femme que tu es devenue, et peut-être un jour, si tu le souhaites, rattraper un peu du temps perdu. »« Et les Belfort ?» demanda-t-elle brusquement. « J'ai entendu parler des difficultés qu'ils rencontrent. Est-ce vous qui êtes derrière tout ça ?» Antoine ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Tu es perspicace. C'est une qualité que tu tiens de ta mère. Répondez à ma question. »« Oui, » admit-il. « J'ai utilisé mon influence pour bloquer leurs projets, racheter leurs partenaires, isoler leur entreprise. Ils t'ont humilié publiquement, ont détruit ta réputation pour couvrir leurs activités douteuses. Ils méritent ce qui leur arrive. » Juliette se leva d'un bond. « De quel droit décidez-vous de mener une vendetta en mon nom? Je n'ai jamais demandé ça. »« Je suis désolé, » répondit-il sincèrement. « J'ai agi par instinct protecteur, sans réfléchir à ce que tu voudrais réellement. » Leur conversation fut interrompue par la sonnette de la porte. Surprise, Juliette alla ouvrir pour découvrir Chloé Belfort, trempée et visiblement nerveuse. « Juliette, je... » La jeune fille s'interrompit en apercevant Antoine dans le salon. « Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Je peux revenir plus tard. »« Non, reste, » répondit Juliette, intriguée par cette visite inattendue. « Qu'est-ce... Qui t'amène ici à cette heure, par ce temps ?» Chloé tendit un petit écrin de velours bleu. « C'est pour toi, enfin c'est à ma mère, mais c'est compliqué. » Juliette ouvrit l'écrin pour découvrir le fameux collier d'émeraude, étincelant même dans la lumière tamisée de l'appartement. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « C'est moi qui l'ai pris, » avoua Chloé, les larmes aux yeux. « Le soir de la réception. J'étais tellement en colère contre ma mère parce qu'elle m'avait interdit d'aller à Paris avec mon petit ami. J'ai voulu lui faire peur, juste pour la punir. Je ne pensais pas qu'elle t'accuserait. » Antoine observait la scène avec attention, surpris par ce retournement inattendu. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda Juliette. « Parce que je ne supporte plus de vivre avec ce mensonge, » répondit Chloé. « Et aussi parce que j'ai découvert des choses sur mes parents, sur leurs affaires, des choses terribles. » Elle sortit une clé USB de sa poche. « Tout est là. Les preuves de leur manipulation, de la façon dont ils ont forcé des gens à vendre leur maison à Saint-Nicolas. » Antoine s'approcha, soudain très intéressé. « Tu te rends compte de ce que tu fais, Chloé ? Tu trahis ta famille. » La jeune fille le fixa avec une maturité surprenante. « Je choisis d'être du côté de la vérité, monsieur Dufresne, et mes parents ont trahi bien plus que moi. Ils ont trahi leur intégrité, leurs valeurs, et toutes ces familles qu'ils ont ruinées. » 1. Nouvel éclair plus proche illumina la pièce, suivi presque immédiatement par un coup de tonnerre assourdissant. L'électricité vacilla puis s'éteignit, plongeant l'appartement dans l'obscurité. « La tempête a dû toucher une ligne électrique », commenta Antoine, en sortant son téléphone pour utiliser la lampe torche. Dans cette semi-obscurité, laissa Sainte, 3 personnes prirent conscience de l'étrange triangle qu'ils formaient. Un père retrouvant sa fille, une héritière trahissant sa famille pour racheter sa conscience, et une jeune femme prise entre son passé douloureux et un avenir incertain. « Que vas-tu faire de ces preuves ?» demanda finalement Juliette à Chloé. « Je ne sais pas encore. Les donner à la police peut-être? Ou à la presse ?» Antoine intervint. « Ce ne serait pas la meilleure approche. Les Belfort ont des relations partout. Ils pourraient étouffer l'affaire. »« Alors quoi ?» demanda Juliette, soudain épuisée par ces révélations successives. « J'ai une idée, » répondit Antoine après un moment de réflexion. « Mais j'aurais besoin de votre aide à toutes les deux. » Tandis qu'il expliquait son plan, Juliette l'observait attentivement. Cet homme qu'elle avait appris à respecter comme patron était son père biologique, un homme qui avait orchestré la chute de toute une famille pour venger l'injustice qu'elle avait subie. Devait-elle le haïr pour lui avoir caché la vérité ou lui être reconnaissante pour sa protection? Le lendemain matin, la tempête s'était calmée,
laissant Cannes dans un état de désordre paisible, branches cassées, rues jonchées, de débris, mais baignées d'une lumière claire et nouvelle. Antoine organisa une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Dufresne Développement, à laquelle il convoqua également Richard et Elisabeth Belfort. Lorsque le « couple » arriva dans la salle de conférence au sommet de la tour Dufresne, il fut surpris d'y trouver non seulement les membres du conseil, mais aussi Juliette, assise à droite d'Antoine, et leur propre fille, Chloé, assise à sa gauche. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Richard, blême. « Et que fait notre fille ici ?»« Asseyez-vous » ordonna Antoine d'une voix autoritaire. « Ce que vous allez entendre aujourd'hui déterminera l'avenir de votre entreprise et peut-être même votre liberté. » Sur l'écran géant derrière lui s'affichèrent des documents, des photos, des témoignages, tout le contenu de la clé USB de Chloé, augmenté par les preuves recueillies par Pierre Mercier. « Voici les preuves de vos activités dans le quartier Saint-Nicolas », expliqua Antoine. « Intimidation, corruption, faux documents, de quoi vous envoyer en prison pour de nombreuses années. » Elisabeth Belfort lança un regard meurtrier à sa fille. « Comment as-tu pu nous trahir ainsi ? Tu sais ce que cela signifie pour notre famille. C'est toi qui as trahi nos valeurs, maman, » répondit calmement Chloé. « Et c'est toi qui as accusé une innocente pour détourner l'attention de vos activités illégales. Sans oublier que vous avez délibérément ruiné la réputation de ma fille, » ajouta Antoine avec un sourire froid. « Votre fille » balbutia Richard, regardant alternativement Antoine et Juliette. « Oui, » confirma Antoine. « Juliette Moreau est en réalité Émilie Dufresne, ma fille que je croyais perdue depuis 20 ans. Une jeune femme que vous avez injustement accusée de vol pour protéger vos secrets. » Un silence de plomb tomba sur l'Assemblée. Les membres du Conseil, témoins silencieux de cette confrontation, observèrent la scène avec un mélange de stupéfaction et de fascination. « Que voulez-vous » demanda finalement Richard, comprenant que sa position était intenable. Antoine se tourna vers Juliette. « C'est à ma fille de décider. C'est elle qui a été lésée. C'est à elle de choisir votre châtiment. » Tous les regards se tournèrent vers Juliette. Dans cette salle luxueuse au sommet de la tour Dufresne, avec vue panoramique sur la baie de Cannes, le pouvoir avait changé de main. La jeune femme qui, quelques mois plus tôt, servait des coupes de champagne en uniforme, tenait désormais le destin des Belfort entre ses mains. « Je ne veux pas de vengeance, » déclara-t-elle finalement, surprenant tout le monde, y compris Antoine. « Ce que je veux, c'est la justice et la réparation. » Elle se leva et s'approcha lentement des Belfort, qui semblèrent soudain diminuer, vulnérables. « Voici ce que je propose, » poursuivit-elle d'une voix claire et assurée. « Vous allez renoncer à votre projet de destruction du quartier Saint-Nicolas. À la place, vous lancerez un programme de rénovation respectueux du patrimoine, en collaboration avec les habitants actuels. » Richard Belfort ouvrit la bouche pour protester, mais un regard d'Antoine le fit taire immédiatement. « Deuxièmement, » continua Juliette, « vous allez créer une fondation pour aider les enfants orphelins, dotée d'un budget conséquent prélevé. Sur vos bénéfices personnels, pas sur ceux de l'entreprise. » Elisabeth Belfort serra les dents, mais acquiesça silencieusement. « Enfin, » conclut Juliette, « vous allez organiser une conférence de presse où vous reconnaîtrez publiquement m'avoir accusé à tort du vol du collier et présenterez et vos excuses officielles. » Un silence tendu suivit ces mots. Antoine observait sa fille avec un mélange de fierté et d'admiration. Elle avait choisi la voie de la réhabilitation plutôt que celle de la destruction. « Si vous acceptez ces conditions, » ajouta Antoine, « Dufresne Développement s'associera à votre entreprise pour le projet de rénovation de Saint-Nicolas, vous apportant les financements qui vous font cruellement défaut actuellement. » Richard et Elisabeth échangèrent un regard, comprenant qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. « Nous acceptons », déclara finalement Richard d'une voix éteinte. La réunion se termina dans une atmosphère étrange, mélange de soulagement et de tension. Alors que les membres du conseil quittèrent la salle, Chloé s'approcha timidement de Juliette. « Merci, » murmura-t-elle, « tu aurais pu les détruire complètement. »« À quoi bon ?» répondit Juliette avec un léger sourire. « La haine et la vengeance ne construisent rien de durable. » Alors qu'ils quittaient ensemble le bâtiment, Antoine posa une main hésitante sur l'épaule de sa fille. « Je suis fier de toi, Juliette. Tu as fait preuve de plus de sagesse et de maturité que moi. » Elle le regarda avec une expression adoucie, mais encore prudente. «
J'ai encore du mal à vous voir comme mon père, monsieur Dufresne. Cela prendra du temps. Je comprends, répondit-il simplement. Et je respecterai ton rythme. J'ai attendu. 20 ans pour te retrouver. Je peux attendre encore pour que tu m'acceptes. Les semaines suivantes apportèrent de nombreux changements à Cannes. La conférence de presse des Belfort fit sensation dans toute la région. L'annonce du nouveau projet pour Saint-Nicolas, présenté comme une collaboration innovante entre Dufresne Développement et Belfort Construction, fut accueillie avec enthousiasme par les habitants du quartier et les défenseurs du patrimoine. Pour la fête nationale du 14 juillet, la mairie de Cannes organisa comme chaque année un grand feu d'artifice sur la baie. Cette année, cependant, un événement spécial fut ajouté au programme, l'inauguration du centre communautaire de Saint-Nicolas, premier fruit de la collaboration entre les deux entreprises autrefois rivales. La cérémonie battait son plein lorsqu'une alarme retentit soudain, qu'un incendie s'était déclaré dans l'aile est du bâtiment, où plusieurs personnes âgées s'étaient réfugiées pour échapper à la foule. La panique commença à se répandre tandis que les flammes se propageaient rapidement, alimentées par les rideaux et le mobilier en bois. Sans hésitation, Juliette se précipita vers l'entrée du bâtiment, suivie de près par Antoine qui tentait de la retenir. « C'est trop dangereux !» cria-t-il. Mais elle ne l'écoutait pas. « Madame Fournier est à l'intérieur » répondit-elle en se dégageant. « Je dois y aller. » Antoine n'hésita qu'une fraction de seconde avant de la suivre dans le bâtiment en flammes. Père et fille, côte à côte pour la première fois, s'enfoncèrent dans la fumée épaisse, guidés par les cris et les appels à l'aide. Ils trouvèrent Madame Fournier et 3 autres personnes âgées bloquées dans une petite salle, la sortie barrée par un morceau de plafond effondré. Antoine parvint à dégager un passage étroit, permettant à Juliette d'aider les personnes à s'échapper une par une. La dernière à sortir fut Elisabeth Belfort, venue en tant que bénévole dans une tentative de redorer son image publique. Alors qu'Antoine l'aidait à franchir l'obstacle, une nouvelle section du plafond s'effondra, manquant de peu d'écraser Juliette. « Attention !» hurla Antoine, en se jetant en avant pour protéger sa fille. Dans ce moment de danger extrême, quand leurs vies étaient suspendues à un fil, quelque chose se brisa en Juliette. Les barrières qu'elle avait érigées contre cet homme, contre ce père retrouvé, s'effondrèrent avec le plafond en flammes. « Papa !» s'écria-t-elle instinctivement, utilisant ce mot pour la première fois. Ils parvinrent à s'échapper du bâtiment juste avant que l'aile entière ne s'effondre. Dehors, sous le ciel illuminé par les flammes et les premières fusées du feu d'artifice, ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre, toussant et pleurant à la fois. « Je suis désolée, » murmura Juliette entre 2 quintes de toux. « J'ai été si dur avec toi. Tu n'as pas à t'excuser, » répondit doucement Antoine. « C'est moi qui aurais dû te dire la vérité dès le début. » Elisabeth Belfort, témoin de cette scène émouvante, s'approcha timidement. « Je vous dois ma vie à tous les deux, » dit-elle avec une humilité nouvelle. « Et bien plus encore à vous, Juliette. Votre générosité m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. » La femme, autrefois arrogante, semblait transformée par cette expérience. « Ma fille avait raison de vous défendre, » ajouta-t-elle, « et j'ai eu tort sur toute la ligne. » Les pompiers maîtrisèrent finalement l'incendie et la fête reprit progressivement, bien que dans une atmosphère plus sobre. Ce soir-là, Juliette, Antoine, Madame Fournier et même les Belfort au complet se retrouvèrent autour d'une table improvisée sur la plage, partageant un repas simple tout en regardant les dernières fusées illuminer la Méditerranée. « À la nouvelle génération », proposa Richard Belfort en levant son verre vers Juliette et Chloé, qui nous montre le chemin de la rédemption. 6 mois plus tard, par un doux matin de janvier, Juliette se tenait devant le nouveau centre pour enfants orphelins, Marianne Dufresne, prête à couper le ruban pour l'inauguration officielle. À ses côtés, Antoine regardait sa fille avec une fierté indicible. Elle avait non seulement accepté son héritage familial, mais l'avait transformé en une force pour le bien. Le quartier Saint-Nicolas était méconnaissable. Les vieilles maisons avaient été restaurées dans le respect de leur architecture d'origine, des espaces verts avaient été créés et la vie avait repris avec une énergie nouvelle. Les habitants, initialement méfiants envers ce partenariat, inattendu entre Dufresne et Belfort, avaient fini par l'embrasser pleinement, voyant les résultats concrets de cette collaboration. « Prête ?» demanda Antoine,
alors que la foule attendait le moment symbolique de l'ouverture. Juliette, ou Émilie, comme elle avait finalement choisi de se faire appeler à nouveau, sourit à son père. Prête. Ensemble, ils coupèrent le ruban, ouvrant symboliquement un nouveau chapitre, non seulement pour les enfants qui trouveraient refuge dans ce centre, mais aussi pour eux-mêmes, père et fille, séparés pendant 20 ans par le mensonge et les circonstances, enfin réunis par le destin et leur propre choix. Dans la foule, Chloé Belfort applaudissait avec enthousiasme. Elle avait convaincu ses parents de faire un don supplémentaire pour équiper entièrement la bibliothèque du centre. Sa propre expérience l'avait conduite à s'engager personnellement auprès des enfants défavorisés, trouvant ainsi un sens à sa vie privilégiée. Madame Fournier, désormais directrice honoraire du centre, essuyait discrètement une larme. Elle qui avait gardé le secret pendant tant d'années, voyait enfin l'histoire se terminer comme elle l'avait toujours espéré. Ce soir-là, après les célébrations, Émilie et Antoine se promenaient sur la croisette, admirant le reflet de « Ah, la lune sur la mer calme !»« Que ressens-tu » demanda Antoine. « Maintenant que tout est résolu. » Émilie réfléchit un moment. « Je pense que rien n'est vraiment résolu dans la vie, papa. C'est plutôt que nous avons transformé notre histoire de séparation et de douleur en quelque chose de positif. Nous avons fait de notre mieux avec les cartes que nous avions en main. » Antoine sourit, reconnaissant dans ses paroles la sagesse de Marianne. « Ta mère serait si fière de toi. » « J'aurais aimé la connaître, » murmura Émilie, « mais je sens qu'une partie d'elle vit en moi, et maintenant que je te connais, je peux mieux comprendre qui elle était. » Ils s'arrêtèrent de face à la mer, cette Méditerranée éternelle qui avait été témoin de tant d'histoires humaines, de tant de séparations et de retrouvailles. « Tu sais, » dit Antoine en regardant l'horizon, « pendant 20 ans j'ai couru, après le succès, croyant que cela comblerait le vide laissé par ta disparition. Mais rien n'y faisait. Maintenant, je comprends que la vraie réussite, c'est d'avoir retrouvé ma fille. » Émilie serra la main de son père. « Et la mienne, c'est d'avoir enfin trouvé mes racines et de les avoir acceptées, mais aussi d'avoir compris que notre véritable valeur ne se trouve ni dans notre nom de famille, ni dans notre compte en banque, mais dans nos actions et dans l'amour que nous partageons. » Le vent léger du soir apportait les parfums mêlés, de la mer et des jardins de la Croisette. Au loin, les lumières de Cannes scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Père et fille, silhouettes unies dans la nuit méditerranéenne, contemplaient ensemble l'avenir qui s'ouvrait devant eux, un avenir qu'ils avaient choisi de construire non sur la vengeance, mais sur le pardon et la reconstruction.